L'Afrique est un continent de talent, d'énergie et de vision. L'Afrique est un continent de leaders. Bienvenue sur Destin d'entrepreneur, le nouveau magazine de 7info qui met en lumière les bâtisseurs de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Mon invitée d'aujourd'hui aurait pu rester à Londres. Elle y avait sa carrière, sa vie, mais elle était animée d'une conviction, celle que l'Afrique n'a pas un problème de talent, mais un problème de structure. Linda Afing-Kwasi a mis toute sa rigueur de banquière d'affaires dans cette conviction et a fondé Kaizen International, une société qui forme et organise les sociétés et les entreprises. Elle est présente aujourd'hui avec moi pour me parler de son parcours très inspirant. Linda, bienvenue dans Destin d'entrepreneur. Merci infiniment d'être présente. Bonjour Héloïne, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Vous avez une belle histoire à nous raconter, j'ai hâte. Oui, une belle et longue histoire. Une belle et longue histoire. Alors, on va commencer par le début de l'histoire. Donc, votre enfance. Racontez-nous où est-ce que vous êtes né, votre famille, comment était l'ambiance à la maison. Expliquez-nous un peu. Ok, quand j'y pense, je rigole déjà. Alors, je suis née à Abidjan. J'ai grandi à Abidjan, précisément au plateau. Et je suis la troisième de ma famille, donc un peu au milieu, mais aussi la petite dernière parfois quand j'ai envie de l'être. Et on avait une ambiance plutôt conviviale, plutôt faite d'humour, de beaucoup de plaisanteries, mais aussi beaucoup de rigueur. Comme toute famille africaine. Comme toute famille africaine, c'est ça, il y a de la rigueur, oui. Donc, vous étiez donc vos parents faisaient quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont instauré? Qu'est-ce qu'ils vous ont instillé comme valeur? Expliquez-nous un peu l'essence de la famille. Alors, pour moi, c'est le socle. La famille, c'est le socle. La famille, c'est vraiment ce qui me guide. Et je vais même commencer par dire merci pour ce qu'ils m'ont appris et pour ce qu'ils représentent déjà. Parce que je pense que sans cette famille, sans ce parapluie, comme je l'appelle, on ne peut pas faire grand-chose. Mes sœurs et moi passions notre temps, naturellement, à se chamailler, comme on le fait toutes, à se poser des questions, à se questionner, à se challenger mutuellement. Et je pense que ça venait déjà de ce qu'ils nous avaient appris, qui était de toujours pas avoir peur de poser des questions, pas avoir peur du challenge, pas avoir peur de tomber, de fléchir, pas avoir peur de faire une erreur, mais surtout savoir la corriger. Et je pense que ce sont des messages qui nous ont été partagés depuis l'enfance, dans leur façon de faire, dans leur façon d'échanger et dans leur façon de communiquer également avec nous. Pour certaines familles africaines, je pense que d'antan, c'était difficile déjà de regarder les parents dans les yeux. C'était difficile de communiquer et de poser des questions, mais on avait vraiment cet avantage de pouvoir poser des questions et de même questionner ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient de cette façon, toujours en gardant la manière et le respect, bien sûr. Et ça nous a vraiment permis d'avoir ce plus parce qu'en fait, on n'avait aucun complexe quand on discutait avec d'autres adultes. La valeur première, c'était le respect, naturellement. Donc, il faut toujours avoir ce respect quand on pose une question. Mais on n'a pas eu ce complexe de discuter avec les plus aînés, les plus âgés, de poser des questions, de comprendre ce qu'ils faisaient et même de demander un accompagnement dès le bas âge quand on se trompait. Et on avait une grande bibliothèque au salon, je me souviens comme si c'était hier, on avait entre Astérix et tous les autres livres que nous tous on a certainement dû avoir, toutes les encyclopédies. Et chaque fois qu'on entendait un nouveau mot, quand tu vas vers ton père, papa, qu'est-ce que ça veut dire? Encyclopédie A, encyclopédie B, encyclopédie C. Voilà, tu devais aller chercher, faut pas attendre qu'on te donne cette information, va à la source. Donc ça nous a vraiment un peu plus rapproché de la lecture. Mais je le dis de façon candide, mais c'était horrible à l'époque. En tant qu'enfant, on a envie de jouer, on a envie d'être devant la télé, d'aller se baigner. On est en train de lire l'encyclopédie parce qu'on a trouvé un mot, on a entendu un mot qu'on n'a pas compris. Donc finalement, on se dit, est-ce qu'on va poser la question demain? Finalement, c'est pas grave, on n'a pas envie de comprendre. Mais c'était très drôle. Donc, Et puis en regardant le chemin, on se rend compte déjà de ces valeurs universelles, de savoir résoudre un problème. Ce sont des valeurs que vous devez appliquer tous les jours dans votre travail. C'est surtout s'informer. C'est aller à la source. Ne pas juste prendre une information qui nous est donnée, mais aller chercher. Et déjà grandissant avec cette façon de faire, ça faisait que tout ce qu'on nous disait, on essayait d'en savoir un peu plus. On essayait de comprendre la source. On posait énormément de questions.
et on partageait surtout l'information qu'on avait, on en parlait et on se challengeait sur sur ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle apportait, et on essayait d'identifier déjà les différents impacts. C'est très drôle parce que c'était notre quotidien. Et comme je disais, mon père a eu 5 filles, un garçon. Et ma grand-mère, si je fais 3 pas en arrière, on a eu 11, ce qui veut dire que j'ai assez de cousins, voilà, je viens d'une famille, Dieu merci, assez large. Donc ça faisait que ces partages et ces communications allaient sur tout le monde, ce qui faisait qu'on était très ouvertes. On était toutes très ouvertes et on n'avait vraiment pas peur de l'inconnu. C'est très drôle de pouvoir le dire aujourd'hui parce qu'à l'époque, je le voyais pas du tout comme ça. Sûr, c'était votre réalité. C'est la réalité, c'est le quotidien. Et on voyait aussi qu'ils faisaient tous leurs efforts pour pouvoir passer du temps avec nous. On voyait également tous les sacrifices qu'ils faisaient pour qu'on puisse avoir une vie de qualité. Mais au travers de ces sacrifices, ils les mentionnaient pour qu'on sache en fait que rien n'est donné et qu'il faut vraiment travailler pour obtenir ce qu'on aime et ce qu'on veut. Donc j'ai grandi avec ces pures valeurs, ce qui fait qu'aujourd'hui pour moi la famille je l'appelle toujours le parapluie et ces valeurs que j'ai reçues de l'enfance jusqu'aujourd'hui font de moi, je pense, celle que je suis. Et mon père avait une phrase qu'il aimait dire, même dans ta pauvreté, reste digne. Et l'humilité te fera aller très loin. Donc il y a certaines choses que je ne recherche pas. Et je reste concentrée vraiment sur l'essentiel. Je lui dis merci pour ça et je rends grâce à Dieu. Alors, comment quelqu'un qui déteste l'anglais se retrouve ensuite à Londres? J'appellerais ça la punition de ma mère. Alors, je ne sais pas où se trouve ma prof d'anglais aujourd'hui, mais si elle m'entend, franchement, c'était dur. Mais là, elle sera peut-être fière. Elle sera très fière. Je pense que quand je suis rentrée, je l'ai cherchée parce qu'elle était. Alors, je détestais l'anglais, je détestais les tons et non seulement je comprenais pas du tout ce qui était dit, mais j'avais l'audace de critiquer les profs d'anglais en disant mais ils parlent pas bien l'anglais, comment est-ce qu'ils peuvent m'apprendre Donc l'anglais? votre oreille était prête. Mon oreille était déjà prête, mais je me dis ils parlent pas bien, mais comment je peux critiquer quelqu'un quand je comprends même pas ce qu'il est en train de dire? Enfin, il faut vraiment être enfant pour penser comme ça. Et naturellement, ma mère me dit bah écoute, tu as fini ton bac, tu vas aller à Londres. Je dis mais tout le monde va en France. Genre c'est tellement logique. Oui, bien sûr. Pourquoi je vais à Londres? Elle me dit non, tu vas aller à Londres. Je dis ok. Et c'était une décision assez mitigée parce que mon père et elle en ont parlé. Et je pense qu'à cette période-là, il aurait souhaité que j'attende peut-être un peu avant de partir, comme tous parents qui se disent bon, est-ce que c'est peut-être tu vas pas rester un tout petit peu avant de partir, le temps qu'on profite un peu de toi et avant de partir. Mais ma mère a dit c'est peut-être mieux qu'elle parte maintenant. Et elle a peut-être eu raison. Enfin. Je pense que le monde nous donne la réponse. Et je suis partie à Londres. C'est comme ça que mon aventure à Londres a démarré. Et c'était une longue aventure. Une longue aventure. Pas parler un mot d'anglais. Je me suis retrouvée dans une classe d'anglais avec une Russe qui était mon amie. Donc, je suis obligée de parler une certaine langue pour qu'on me comprenne. Je comprends pas russe et comprends pas français. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligée d'avoir une oreille plus attentive à la langue que je déteste. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'anglais est aujourd'hui une langue courante pour moi. Donc vraiment, je pense qu'ils ont fait le bon choix de m'y amener en tout cas. Ok, il y a eu un passage par McDonald's. Et ça, c'est intéressant parce que je suis persuadée que ce sont vraiment des jobs formateurs. Pour vous, ça a été ça, hein, cette expérience. Croyez-moi, c'est... Alors, avec mon amie russe, toutes les deux, je ne sais pas si vous imaginez en fait la scène de deux personnes qui ne se comprennent pas, mais qui sont persuadées qu'elles doivent aller chercher du boulot ensemble. Donc, on réalise qu'il y a une offre au McDonald's et on se dit, bon, on va aller ensemble. Et on a marché peut-être 1,5 km toutes les deux pour aller à la direction du McDo pour dire que nous sommes disponibles pour travailler. Ne me demandez pas comment est-ce qu'on l'a dit. Mais je pense qu'ils ont compris qu'on était venus chercher du travail. Et la beauté de Londres, il y a une acceptation de l'étranger. Ouais. La capacité d'essayer de vous comprendre parce que vous faites l'effort de le faire. Et on vous accompagne quand vous faites cet effort. Et je priais pour avoir un McDonald's où il n'y aurait pas de toilettes.
parce que tout à nettoyer, parce que déjà le McDo, faut non seulement servir, mais il faut aussi nettoyer les toilettes. Donc je me posais chez moi, je disais je veux un McDo, oui, mais je veux pas un McDo avec des toilettes. Je peux pas dire non plus si on me donne un McDo avec des toilettes. Et j'ai eu la chance d'être recrutée pour travailler au McDonald's dans un centre commercial, donc sans toilette. Et ça a été une véritable expérience. Aujourd'hui, c'est un pur bonheur d'être passé par le McDo parce que c'est véritablement une expérience formatrice. Je comprenais très peu d'anglais, mais j'avais le soutien de tout le monde pour comprendre ce que je disais et j'avais les encouragements de tout le monde chaque fois que je faisais des erreurs. Et ça n'a pas de prix. J'ai appris à vendre, j'ai appris à parler aux clients, j'ai appris à respecter leur espace, j'ai appris à respecter leur envie, leurs décisions et leurs choix, et à respecter également les divergences d'opinion, parce qu'on n'est pas pareil. Et les process, tous les process, c'est entre la gestion du stock en lui-même et le service qui vient après, la propreté et le temps à respecter. C'est toute une formation. C'est toute une formation. Aujourd'hui, la nature d'urgence que j'accorde à tout ce que je fais, je pense que ça vient de là. Parce qu'en fait, tout est dans l'urgence. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un « tout est priorité », ils se disent « mais tout ne peut pas être priorité ». Mais si, tout est priorité. Et ça vient de là. En tout cas, ça a été vraiment une de mes plus belles expériences. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai même porté la tenue du McDonald's de chez moi, dans la ville de Londres, jusqu'au travail, tellement j'en étais fière. Et j'ai même mis la casquette. Je crois j'ai l'uniforme et j'ai même la casquette. Et je crois que ma sœur a la photo tellement elle s'est moquée de moi pour me dire mais un jour je te rappellerai que tu as marché dans la ville de Londres avec ton uniforme du McDonald's. Mais c'était un très bon moment. Mm-hmm. Et puis du coup, donc les études, là le niveau d'anglais est suffisamment bon. Il avançait un tout petit peu, on va dire ça comme ça. Après 1 an d'anglais, donc je me suis inscrite pour mon bachelor. Et en business management, j'ai commencé et en commençant, je me suis dit mais je suis assez intelligente pour faire des maths appliquées parce que je voulais être pilote. Et je crois que j'ai dû faire 4 mois dans la classe de maths. C'était pas possible. Franchement, toutes mes salutations à ceux qui sont pilotes. Vraiment, vous êtes intelligents. Parce que ce type de mathématiques, non, c'était pas pour moi. Un petit clin d'œil au pilote, vraiment, vous êtes extraordinaire. Et c'est comme ça que je me suis concentrée sur mes cours de business management et j'ai donc fait mes 3 années. D'accord. Et vous rentrez, du coup, c'est votre première expérience dans la banque? Première expérience dans la banque, je vois un boulot sur une affiche qui est, pour ceux qui connaissent Londres, donc je marchais sur Oxford Street. Il y avait une affiche non loin de la station de métro, sur la gauche, sur une fenêtre. Et donc je regarde l'affiche et je vois un numéro de téléphone. C'est une agence qui recrute pour une banque commerciale. Je n'ai jamais travaillé. Je sais ce que c'est la banque de ma famille. J'ai jamais travaillé dans une banque, mais je me dis que ça peut être quelque chose que je sais faire et que je peux faire. Mais j'avais déjà cette conviction, parce que plus jeune, on me disait, écoute, vas-y, jusqu'à ce que tu échoues, t'apprends et tu te relèves. Donc j'appelle, je vais faire l'interview avec mon niveau d'anglais, j'ai envie de dire intermédiaire, mais avec l'empreinte du McDonald's, sachant vendre, sachant parler aux clients, respectant déjà les espaces et ayant une meilleure compréhension des procédures et du respect de l'urgence, ils me prennent en position temporaire. Donc en temporaire, je peux travailler seulement 2 jours et demi, donc des après-midi, puisque je vais à l'université. Et donc je commence et c'était dans un quartier très intéressant, très diversifié. C'était une culture vraiment diverse dans ce quartier. Et je commence à la banque. Donc je rentre dans la banque, je suis aux anges parce que je travaille dans une banque. Et un vrai travail, je suis heureuse et je commence à la caisse, je suis caissière. Et au bout de 3 mois en tant que temporaire, ils transforment mon contrat en contrat permanent. Et ils me mettent responsable de la caisse. 3 mois. Et je me rends compte en fait que oui, si tu travailles dur et que tu prends tout au sérieux, mais vraiment tout au sérieux,
tu peux y arriver. Et je continue. Après 7 mois, je deviens ce qu'on appelle aujourd'hui gestionnaire de compte ici. Mais vraiment 7 mois. J'ai jamais travaillé dans la banque et je le fais avec vraiment beaucoup de sérieux. Pour moi, c'est comme une question de vie ou de mort. Il faut que ça soit bien fait, il faut que je respecte les désirs des clients, il faut que je puisse leur apporter un plus. Et je me rends compte en fait qu'en moi-même, j'ai toujours cette envie d'apporter un plus et de toujours comprendre. Et ça nous ramène à l'encyclopédie, va à l'information, cherche ce que tu dois chercher et surtout fais-le bien. Et donc après ça, je deviens responsable également des gestionnaires et ainsi de suite. Et je gravis les échelons. Ceci ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreurs, parce que j'en fais, mais je les corrige toujours et je les prends sur moi, je les admets surtout, parce que ça commence par là. Et je pose des questions, comme je le faisais depuis. Et je continue de grandir dans cette carrière avec un manager extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, dont je me souviens aujourd'hui. Et mon mentor, c'était une dame, Andrea Griffith, mais vraiment extraordinaire, une dame qui avait passé 40 ans dans la banque. Donc ça a vraiment facilité mon évolution, mais comme elle me le disait, c'est ton attitude qui a facilité ton évolution. Et j'ai compris que c'est vraiment le travail. Oui, l'attitude au travail. Et le respect. Vous étiez à votre place, vous vous sentiez à votre place? Je me sentais très bien, je me sentais à ma place. Et ce qui était surtout très beau, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient présentes antérieurement. J'ai eu ces promotions en l'espace de 3 et 7 mois. Et d'autres étaient présents antérieurement, mais n'ont pas eu ces promotions. Néanmoins, ils étaient toujours très prompts à travailler avec moi. Il n'y avait pas de compétition négative. Il y avait plutôt des challenges positifs pour faire avancer la banque. On avait vraiment cette vision collective. C'était pas unilatéral. Donc, ils se sont pas dit, elle vient d'arriver, on va la laisser se casser la tête, ou après elle va changer, ou après elle va comprendre. Non. C'était vraiment la vision collective pour tous, et ça a été, c'était un vrai bonheur. Une belle culture d'entreprise. Une véritable belle culture. C'était impressionnant. C'était de voir en fait comment on pouvait évoluer ensemble et tout en ayant des objectifs différents, des objectifs individuels totalement divergents, mais en gardant l'objectif collectif pour tous pour pouvoir aller de l'avant. C'était très bien. Oui, ça fait plaisir d'y penser encore. Je vois ça, mais c'est agréable à entendre, c'est sûr, des expériences positives comme ça. Absolument. On va marquer une courte pause, on revient dans quelques instants. Vous suivez Destin d'entrepreneur sur cette info et je suis toujours avec Linda Afing-Kwasi. Donc Linda, on vient de parler de cette expérience superbe, ce début de carrière magnifique à Londres. Vous montez les échelons, vous avez une belle carrière et puis il y a un retour quand même, il y a cet appel du retour. Qu'est-ce qui vous appelle à rentrer? C'est une très bonne question. Je pense que c'est certainement ma famille, initialement. J'ai eu envie de passer un peu plus de temps avec ma famille, mais je venais souvent et je regardais et je sentais que je pouvais apporter quelque chose. Et ce quelque chose, c'était une dimension d'impact et que j'appelais pas impact à l'époque. J'appelais transformation, je me disais accompagnement, bienveillance, tout sauf le mot en lui-même que je connais aujourd'hui qui est l'impact. Et donc j'ai décidé de rentrer. J'en ai parlé à ma famille et je suis venue. J'ai essayé de travailler ici, dans une entreprise. Ça n'a pas marché. Et parce que... Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Est-ce que ça a été le décalage culturel entre le monde anglophone et le monde francophone? Est-ce que c'était des attentes qui étaient différentes de la réalité? Un peu des deux, je dirais le décalage culturel. Il ne faut pas oublier qu'on est c'est assez délicat quand on rentre. Après, j'avais déjà fait 20 ans. Donc quand on rentre, c'est tout un décalage et on est parfois incomprise, malheureusement. On est incomprise de par nos frères et sœurs ici aussi, parce qu'on a des façons de faire qui sont différentes. Et le décalage était énorme, mais en même temps, je pense aussi que peut-être que je voulais aller vite et je voulais prendre des décisions.
Sauf que travailler dans une entreprise nécessitait que je reçoive des instructions et que je les exécute. Oui, exactement. Et bien que je sois à un niveau de direction dans une entreprise, il y a toujours des instructions, soit du conseil d'administration, des directions, il y a toujours. Exactement. Et je voulais être à la tête de cette hiérarchie et pouvoir exécuter, prendre des décisions à un moment qui me semblerait opportun, à défaut d'attendre qu'on me dise maintenant c'est le moment opportun. Et je pense que ça, c'était vraiment la différence. Donc un manque de liberté, en fait. Je pense que oui, la liberté d'exécution, le désir de vouloir aller vite. Et j'étais encore jeune, donc quand je suis rentrée, je cours, je veux aller très très vite. Et en même temps, il y avait trop de choses à changer, à transformer ici, parce qu'encore, aujourd'hui, on est mature. J'ai envie de dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un degré de maturité, si on peut le dire ainsi. Antérieurement, il y a 17 ans, 18 ans, tout était ouvert, on était en train de reconstruire un peu tout, on regardait tout ce qui était comme service, service de formation, service d'accompagnement, tout était encore très frais, donc c'était la meilleure période pour pouvoir, j'ai envie de dire, transformer ou participer à la transformation. Donc j'avais vraiment envie de faire partie de ce bateau et c'est comme ça que j'ai essayé. Donc Kaizen. Le nom déjà. Kaizen, l'histoire du nom, je reviens toujours à ma famille. J'en parlais dans le métro avec une amie et on voulait fonder une entreprise parce qu'on s'était énormément plaint du service client ici à Abidjan, qu'on trouvait inexistant. Et tout le monde disait vous êtes trop dur, mais en fait non, le service client était inexistant. Parfois il faut être juste réaliste, il faut dire la vérité. Et on s'est dit on va faire quelque chose, on va créer une entreprise qui va renforcer les capacités des personnes en entreprise et leur donner la meilleure manière de donner un service client. Et ensuite d'accompagner et de permettre à leurs talents en entreprise de grandir. C'est comme ça que l'idée de créer une entreprise est née et en cours de route, mon ami a dû aller faire autre chose. Et je me suis dit, je continue. Et j'en parlais à la maison avec ma fille, parce que fast forward, j'ai ma fille. Et je lui disais, mais chérie, je vais monter cette entreprise et voilà ce que je veux faire. Et elle me dit, mais tu aimes bien la nourriture japonaise, ce que tu veux faire, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas un nom japonais ? Il faut vraiment un enfant pour te faire penser à quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on cherche le terme de l'amélioration. Parce qu'essentiellement, ce que je voulais faire, c'est de l'amélioration. L'amélioration continue et on tombe sur Kaizen, qui est une méthode japonaise. Et je me dis, ah mais tiens, il faudrait que je me forme à cette méthode. Mais le nom me parle. Et je regarde, donc je fais la formation et Cette formation, c'est quoi? En fait, cette formation Kaizen, c'est vraiment une formation sur l'amélioration continue de toutes les procédures et tous les process. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on l'améliore? Comment est-ce qu'on l'améliore de façon continuelle? Comment est-ce qu'on ne se dit pas qu'on a atteint un niveau très élevé et qu'on doit impérativement arrêter? C'est-à-dire qu'on a conscience du besoin de se former, d'apprendre. C'est la recherche, je ne dirais pas de l'excellence, c'est la recherche de l'amélioration. D'accord. Et parce que l'excellence, ça nous freine en fait. Tandis que l'amélioration, on est conscient qu'il y a toujours quelque chose de neuf, de nouveau qui arrivera aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Donc la méthode Kaizen vous demanderait de vous former à l'intelligence artificielle. Demain, on aura autre chose. La méthode Kaizen vous dira, formez-vous à cela. Donc c'est vraiment l'amélioration continue. Et c'est comme ça qu'après la formation, je demande si je peux utiliser le nom et je rajoute un E pour les droits de propriété intellectuelle. C'est comme ça que Kaizen naît à Abidjan et que le début de la souffrance. De la route entrepreneuriale. Absolument. Mais ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que du coup, les obstacles que vous avez rencontrés vous ont permis de créer des programmes, vous ont inspiré en fait à créer des programmes qui répondaient à ces soucis-là. Absolument. Je suis toujours partie du postulat en fait que je ne suis pas seule et que tout le monde traverse des périodes dures, tout le monde traverse, peut-être c'est plus dur pour d'autres d'en parler, peut-être que certains n'arrivent pas à réellement mettre le doigt sur le réel problème. Conséquemment, chaque programme que je crée, parce qu'aucun de mes programmes n'existe, et si un client m'appelle, je sors du tiroir, je lui donne, c'est toujours créé, donc c'est personnalisé.
Et je me dis, alors j'ai vécu cette expérience, comment est-ce que je crée un programme qui pourrait permettre à d'autres de ne pas vivre cette expérience? Et c'est un peu comme ça que tous nos programmes chez Kaizen. Bah oui, je... Là aussi pour parler de la route. Oui, on a par exemple le 3M, le modèle 3M et la gestion de la réputation. Parce que moi j'ai eu de gros soucis réputationnels, mais en même temps c'est aussi la vie. Et à défaut de fléchir et de me dire c'est la fin, j'ai compris en fait qu'il fallait juste apprendre de cette étape-là et créer en fait une formation qui nous permettrait de mieux gérer la réputation, de surtout mieux gérer les problèmes ou le stress test comme je l'appelle qui viennent avec la réputation, avec les problèmes réputationnels, et surtout comment est-ce qu'on va de l'avant. Et au travers de cette formation, il y a aussi la prise de conscience et réaliser qu'on fait des erreurs. Parce que parfois le plus gros problème c'est l'ego. Bien sûr. Qu'on a commis des erreurs, on en fait tous, mais je pense que nul n'a le droit de jeter la pierre à quiconque, donc il faut juste améliorer ce qu'on sait faire. Et c'est comme ça que tous nos programmes naissent, et parallèlement des personnes avec lesquelles on discute, de notre environnement premier et des clients qui nous font confiance. Au sein de leurs entreprises, il y a des talents qui discutent avec nous, qui nous parlent de leurs problématiques au quotidien, et on essaie de configurer ou de créer des programmes qui répondraient à un épanouissement pour eux en entreprise, qui naturellement dirigera la rentabilité, la productivité et le développement de cette entreprise, parce que les deux sont liés, le bien-être et la rentabilité. Et donc je sais que vous accompagnez beaucoup de femmes. Pourquoi c'est important pour vous d'accompagner plus de femmes? Déjà parce que c'est une femme, moi, qui m'a accompagnée quand j'ai commencé. Je disais que mon mentor à la banque, c'était une femme. Je ne l'aurais pas eu, j'aurais eu beaucoup de difficultés. Et je pense qu'elle a eu une femme également qui l'a accompagnée. Je suis vraiment pas celle qui pense que la femme est le loup pour la femme. Non, en fait, tout ça, c'est une question de perception et de pensée. Faut juste avoir l'honnêteté de demander ce dont on a besoin réellement et d'approcher les personnes qui sont en face de nous. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'elles disent non. C'est sûr. Donc pour moi c'est très important qu'on puisse transformer notre façon de fonctionner, mais également parce que nous, femmes africaines particulièrement, sommes moins ouvertes. On a un vrai challenge, c'est-à-dire qu'on peut faire, on peut tout faire, mais on se freine, on a peur. Et on est aussi dans une société qui ne favorise pas tout le temps cette ouverture et cette avancée plus rapide. Et pour moi, c'est important pour la femme de se retrouver, de retrouver son équilibre, de retrouver sa paix intérieure et de pouvoir aller de l'avant sur son développement professionnel, ses choix de carrière, et de surtout pas avoir peur de postuler pour tout ce qu'elle pense qu'elle peut avoir ou qu'elle peut faire dehors. Parce que comme je dis toujours, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on vous dise non. Et en même temps, si on vous a dit non, c'est pas la fin du monde. Et c'est vraiment cette idée, moi, qui fait que j'ai toujours envie d'accompagner la femme et de lui montrer en fait son savoir-faire, son savoir-être, pour qu'elle puisse mieux avancer en entreprise. Je le disais, je pars toujours de mon expérience pour créer des programmes, et je suis aussi partie de mon expérience, de ce que j'ai eu à vivre, et pour pouvoir aller de l'avant. C'est important que la femme ou la jeune fille ne se dénature pas. C'est important qu'elle ne pense pas que la seule valeur ajoutée qu'elle a, c'est elle, c'est sa personne ou c'est ce à quoi elle ressemble. Mais c'est important qu'elle puisse savoir sa valeur intellectuelle, parce que c'est cette valeur-là qui nous permet d'avancer. J'ai un très bon ami qui me dit toujours « sois connu pour ta compétence ». Même si tu es connu pour autre chose, c'est pas grave, que ce soit négatif ou positif, mais sois connu pour ta compétence, parce que c'est ce qui va te permettre d'aller de l'avant. Et je pense que la jeune fille et la femme ont besoin de connaître leurs compétences, de les valoriser et surtout de les optimiser, de les améliorer continuellement, pour pouvoir aussi faire partie du centre des décisions ici également, parce que toutes les décisions nous touchent, et si on n'est pas formé, si on n'avance pas, si on n'arrive pas à mieux vendre, si on ne croit pas en maturité ou de façon économique, on ne pourra jamais transformer comme tout le monde notre écosystème, parce que c'est le choix de tout le monde. Donc c'est très important pour moi, et je ne le fais pas seulement avec les femmes, j'ai envie de dire comme toi et moi, où je vous excuserez le tutoiement, c'est l'engagement féminin. Et je le fais également avec des femmes dans le monde agricole. Des femmes qui
qui ne nous ressemblent pas, comme on le dirait de façon ambiguë, si je peux le dire comme ça, mais des femmes qui ont de la valeur, des femmes qui construisent et qui bâtissent pour nous. Parce qu'elles ne sont pas dans la veste ou le grand jean, mais en fait c'est elle qui met la nourriture sur la table. Et elle a besoin d'être accompagnée, et elle a besoin aussi que sa fille comprenne qu'elle doit être accompagnée. Et tout ceci, c'est important pour moi, la structure, la stratégie, l'encadrement, la gestion financière et la prise de parole et surtout la valorisation de leur propre personne. Pour moi, c'est très très important. Linda, votre vision pour Kaizen dans les 5 à 10 ans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous tendez vers quoi? Alors, il y a une partie de mon esprit qui a envie de dire je tends vers des vacances et l'autre... Voilà. Mais en mode perspective, on souhaiterait vraiment pouvoir ouvrir dans d'autres régions africaines. Élargir vraiment les activités de Kaizen dans d'autres zones africaines parce qu'aujourd'hui on travaille avec l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest et je pense qu'il faut qu'on puisse élargir un peu plus avec l'Afrique de l'Est et il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a eu à travailler avec le Rwanda et l'Éthiopie antérieurement, je pense qu'on reprendra et pourquoi pas montrer notre savoir-faire ailleurs à l'international. Mais dans l'immédiat, c'est vraiment élargir les activités de Kaizen dans le reste de l'Afrique. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. Merci infiniment. On aime bien jouer à cette info et sur Destin d'entrepreneur, on aime bien jouer vous aussi. On joue? On y va. Allez. Il y a des pièges, attention, hein, Linda. Londres ou Abidjan? Londres. On a perdu la moitié de l'audience. On dit qu'on joue déjà. On dit qu'on joue. Naturellement Abidjan, on est à Abidjan. La formation ou la conférence? La formation. Banque d'affaires ou entrepreneuriat? Je peux réfléchir? Non, entrepreneuriat à 100%. La méthode Kaizen ou Kaizen avec un E, la société? Au Kaizen avec un E. Indépendante ou DG? Un peu mitigée là, parce que si je réponds indépendante, on va me dire à la maison attention. Eh oui. Donc DG, je dirais, on peut jouer, en créer un? Oui. Alors, ce serait au service des autres. Gouvernance ou croissance? Les deux. L'un ne peut pas aller sans Sans l'autre. l'autre. Ouais. Construire seul ou bâtir en équipe? Oh, bâtir en équipe toujours. La réunion de 3 heures ou le foutou entre midi et 2? Ah, la réunion de 3 heures. Linda, merci infiniment d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait un plaisir. Merci. C'était Destin d'entrepreneur sur cette info. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt.